Alors, on poursuit avec la table ronde de Revenu Québec. Vos panélistes seront Hélène Nathalie Lamontagne, associée chez Deloitte, Martin Ménard, représentant de Revenu Québec, Magid Sédamour, également représentant de Revenu Québec, et, excusez-moi, Lucie Letourneau, qui ne connaît pas Lucie, également représentante de Revenu Québec. Bonne présentation. Alors, on entre dans le feu de l'action. 7 questions qu'on vous présente. Merci beaucoup. Questions-réponses. La 7e question est en lien avec le crédit d'impôt à l'innovation et à l'investissement, le C3I. On ne le verra pas, c'est un cas très niche en regard des dômes, de la municipalité des dômes, mais on vous invite à voir tous les documents qui sont présentés sur le réseau de la PFF. Oui. C'est moi, mais ce n'est pas une bonne idée que ce soit moi. Merci. On commence avec la... est-ce que tout le monde a été présenté? Oui, oui. Okay. Donc, délai de traitement des demandes de crédit d'impôt. On sait très bien que quand on présente des demandes de crédit d'impôt, RSCDA, que ce soit Fédéral Québec, la question des délais est cruciale. Plusieurs des entreprises au Québec ont besoin de liquidité. Alors, on posait la question à Revenu Québec. C'est quoi les délais de traitement? Et il y a de l'information sur le site web de Revenu Québec, mais on pose la question, il n'est pas rare qu'on doit attendre plus que 180 jours avant d'avoir des nouvelles de la part de Revenu Québec sur le traitement des demandes de crédit. Alors, on tente de démystifier les délais. La première question qu'on pose à Revenu Québec, c'est est-ce que Revenu Québec tient des statistiques sur les délais de traitement des déclarations de revenus des sociétés contenant une demande de crédit? Bien sûr, merci. Vous avez dit, il n'est pas rare, on verra un petit peu plus Oui. loin, ça demeure quand même des exceptions. Ceci dit, c'est une question au point de vue. Je réponds à la question. Alors, effectivement, on tient des statistiques, bien entendu. On a un système opérationnel qui nous oblige à contrôler justement nos opérations. Alors, ces statistiques-là servent essentiellement à s'assurer du suivi ou du respect des attentes que les clients ont envers Revenu Québec et à suivre nos opérations. Alors, à chaque année, nos résultats sont publiés dans le rapport annuel de gestion qui est sur le site de Revenu Québec. Excellent, merci beaucoup, Martin. Et effectivement, moi, personnellement, je suis allée sur le site web pour voir c'était quoi le rapport annuel de gestion. Je ne connaissais pas son existence et j'étais impressionnée par la quantité d'informations. Et ce qui est intéressant, c'est que 2022-2023, on peut voir que Revenu Québec a 94,9 % de taux de succès au niveau de respect de ce 180 jours-là. Donc, bravo. Mais évidemment, ça comprend pas juste le crédit R&D, là. Il n'y a pas de statistiques, ce que je comprends, niche, pour le crédit R&D et les autres, c'est global, crédit stage, crédit C3I, etc. Donc, puis la cible est 85 % selon ce qui est dans le rapport, vous êtes à 95 donc c'est quand même très bien. Deuxième question, est-ce que Revenu Québec peut communiquer ses délais de traitement pour les 3 dernières années? Revenu Québec pourrait-il fournir des statistiques sur le nombre de demandes d'R&D, CDAE, CTMM traitées par année et les montants accordés? Comme je l'ai mentionné à la question précédente, en fait, les taux de respect des engagements de Revenu Québec sont présentés à chaque année au rapport annuel de gestion et ça se trouve sur le site, comme je le mentionnais. Alors, les résultats nous indiquent qu'effectivement, on dépasse depuis plusieurs années cette cible de 85 % à laquelle l'organisation s'est engagée là, envers les contribuables. Ça fait partie de notre déclaration de service aux entreprises. Et je veux préciser que ces résultats sont maintenus au fil des années, malgré une hausse importante du nombre de demandes de crédit d'impôt et de la valeur des crédits d'impôt. Il y a un accroissement important qu'on constate, notamment depuis, je dirais, le début de la pandémie. Alors, malgré tout ça et des ressources qui sont stables sur ces périodes-là, on maintient quand même le rythme ou la cadence de production des avis de cotisation dans des délais, à notre avis, respectables. Excellent. Puis on peut même voir, encore là, en lien avec ce rapport-là, je peux voir exactement, il y a une augmentation de 9 % des demandes de crédit pour l'exercice terminé 31 mars 2023. Donc, pour un nombre de 30 362 demandes de crédit. Puis on sait qu'au Québec, il y a à peu près 50 crédits d'impôt. Donc, c'est une augmentation qui est constatée. Autre question, est-ce que le délai de traitement est différent selon que la demande de crédit est contenue dans une déclaration de revenus originale ou plutôt initiale versus une déclaration de revenus modifiée qu'on appelle parfois amendée? Là? Donc, comme je l'ai mentionné, non, ça j'y ai.
Ou peut-être, Martin, c'est qu'on l'a passé vite, celle précédente. C'est juste qu'on n'a pas présenté le tableau des montants ni des volumes, parce que ce n'est pas l'information qui est publiée par Revenu Québec, ségrégée par crédit, autant au niveau des demandes de crédit et au niveau des montants. C'est ce qu'on voit là à la page ici. Exactement. Au fond, si je reviens à la diapo précédente ici, tout simplement pour vous dire que les informations aussi sont publiées par le ministère des Finances et elles se trouvent également sur le site du ministère des Finances. Et pour chacun des 3 crédits, RSCDE, le crédit multimédia et le crédit CDAE, vous les trouverez, les informations à ces adresses qui apparaissent à l'écran. Maintenant, pour donner une image ou une importance relative, je vous présente ici les données pour l'année 2022-2023. En fait, je ne vous présente pas des données, mais je vous présente les bâtonnets qui permettent de voir l'importance relative en termes de valeur et en termes de volume pour les 8 crédits qui nous préoccupent là, au symposium. Alors, ça nous présente en ordre décroissant, finalement, cette information pour les 8 crédits en question. On constate que le CTAE est au premier rang en termes de valeur, alors qu'il est au 4e rang en termes de nombre de demandes par les contribuables. La recherche et développement est au 2e rang, alors qu'il s'agit du plus grand nombre de demandes par les contribuables auprès de Revenu Québec. Le crédit d'impôt à l'investissement, le C3I et le C2I, là, le crédit à l'investissement, sont des crédits qui, à eux deux, représentent plus de 600 millions de dollars de demandes de crédit pour à peu près 6 000 demandes par année. Et au total, c'est pour les 8 crédits, un peu plus que 1,5 milliard de dollars qui sont réclamés pour 13 000 demandes de crédit d'impôt pour l'ensemble, encore une fois, de ces 8 crédits. C'est très clair. Merci beaucoup, Martin. Donc, je reviens avec ma question. Au niveau des délais de traitement, selon que nous produisons une déclaration de revenus, une demande de crédit à même une déclaration de revenus initiale ou modifiée, quelles sont les différences? On a un engagement de répondre avec une déclaration originale dans laquelle on retrouve une demande de crédit d'impôt. On a un engagement de répondre ou d'émettre l'avis de cotisation dans un délai de 180 jours. Lorsque la déclaration, en fait, je devrais dire, lorsque la demande est présentée pour la première fois dans une déclaration modifiée, ou dite amendée ou de redressement, il n'y a pas d'engagement comme tel. Ceci dit, le délai peut être plus ou moins aux alentours de 180 jours. Mais généralement, on inclut ça sur le principe du premier entrée, premier sorti dans notre gestion d'inventaire. Ce qui fait que, somme toute, même pour une déclaration modifiée, on est aux alentours de 80 jours, bien qu'on n'ait pas d'engagement formel à cet effet. Excellent. Merci beaucoup. Évidemment, ça dépend, j'imagine, aussi, si vous me demandez des documents puis je tarde avant de vous les soumettre. Effectivement, le délai peut être plus ou moins long quand on parle. Enfin, dans les 2 cas, que ce soit en original ou amendé, évidemment, quand le dossier est retenu pour fin de vérification, tout est une question de la rapidité de la collaboration du contribuable pour répondre aux demandes du vérificateur pour satisfaire ses questions en vue d'émettre l'avis de cotisation. Excellent. Merci beaucoup pour la précision. Donc, qu'est-ce qui arrive si une personne demande un crédit d'impôt R&D et réalise que le délai de 180 jours, qui est la norme de service, je dirais, est échu. Donc, on a déposé, puis 180 jours plus tard, donc 6 mois plus tard, c'est toujours pas de nouvelles de Revenu Québec. Que fait-on? Est-ce qu'on peut communiquer avec Revenu Québec à ce moment-là? C'est quoi les meilleures pratiques que vous pouvez nous partager? Bien, dans un premier temps, si la déclaration tourne aux alentours de 180 jours, évidemment, si le délai est échu, lorsque la déclaration, téléphoner au service à la clientèle, exposer la situation, l'agent pourra vous indiquer quelle est la démarche à prendre à ce moment-là. Lorsque le dossier est en vérification, vous pouvez communiquer avec le chef d'équipe ou encore avec le chef de service pour exposer la situation. Bien, à ce moment-là, généralement, on va prioriser le dossier. On va quand même procéder à la vérification du dossier, mais on va prioriser le dossier lorsqu'il est en vérification. Excellent. Et en fait, de mon expérience, ça fonctionne très bien. Là, la collaboration est vraiment... Quand c'est plus de 180 jours, on demeure sensible à la situation des contribuables. On comprend qu'il y a des sommes importantes qui sont en jeu. Dans certains cas, comme on l'a vu de toute façon un petit peu plus tôt, les délais, les respects des engagements sont quand même importants. Il y a des situations particulières qui font que les dossiers vont être un petit peu plus longs, mais on est sensible à ces situations-là et on va généralement prendre action en conséquence de ce qui est particulier au dossier. C'est excellent. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des questions de délai de traitement.
On passe maintenant au processus de traitement des demandes de crédit d'impôt. Donc, au Symposium 2014, lors de la table ronde avec Revenu Québec, vous aviez fourni Revenu Québec des commentaires judicieux pour les contribuables sur le processus de traitement des demandes, en y précisant l'approche de gestion, la gestion des risques, etc., avec un algorithme qui permet de prioriser et de faire une bonne gestion de risque pour Revenu Québec. Ainsi que le processus pour sélectionner les demandes de crédit d'impôt RSCDE qui feront l'objet d'un examen plus détaillé. Revenu Québec peut-elle fournir une mise à jour sur ce qui avait été présenté en 2014 pour préciser aux demandeurs comment leurs demandes sont actuellement sélectionnées pour un examen et comment c'est priorisé? Donc, est-ce qu'il y a toujours un algorithme? J'imagine qu'il est plus raffiné. On vous écoute. Bien, écoutez, oui, je peux faire cette mise à jour, mais ma foi, le système ou le processus est toujours en place. Effectivement, l'algorithme a été alimenté au fil des années. Alors, de façon schématique, c'est ce que vous voyez ici. Je vous l'explique un petit peu plus. Alors, voici, c'est le processus des demandes de crédit d'impôt pour des fins de vérification. Les dossiers sont soumis à la vérification fiscale et sont sélectionnés selon le risque de perte fiscale. Et ces dossiers sont... En fait, ce sont les dossiers les plus à risque qui sont visés, bien entendu. La sélection, elle est basée sur un modèle de risque. Alors, c'est un algorithme, comme ça vient de le mentionner, Hélène, alors qui s'appuie sur des facteurs comme le secteur d'activité économique, le type d'entreprise, le type de déclaration fiscale et de demande de remboursement produite, le type de revenus ou de dépenses, les montants en cause, le profil fiscal de l'entreprise ou du particulier, en fait, des personnes qui sont en arrière de l'entreprise parfois. Alors, les résultats des vérifications antérieures également sont considérés. Et lorsqu'on procède à la sélection des dossiers à l'aide de ce modèle de risque, on établit des liens entre des données dont on dispose à Revenu Québec et nous utilisons aussi de l'information qui provient de l'externe. Alors, on utilise l'information qu'on a, extérieure au dossier, qui provient de l'étude de d'autres dossiers à Revenu Québec. Évidemment, il y a plusieurs lois. Les échanges de renseignements avec d'autres organismes publics, puisque vous le savez, certains crédits sont en lien avec des partenaires, et également d'informations qui pourraient venir de dénonciations. Alors, au terme du processus de sélection, c'est le supérieur du vérificateur qui lui assigne un dossier. Alors, il faut bien comprendre que ce n'est pas le vérificateur qui choisit lui-même le dossier à vérifier. Il y a donc tout ce processus d'algorithme et c'est une assignation qui est indépendante. Et enfin, le dossier qui est sélectionné, évidemment, la démarche, elle est statistique et la rigueur qui s'applique ici fait en sorte qu'on vient revalider effectivement la sélection des dossiers pour s'assurer qu'effectivement notre algorithme est pertinent et profiter justement de l'acquisition d'expérience pour améliorer cet algorithme-là. Alors voilà. Merci beaucoup, Martin. Donc, je passe tout de suite à la troisième question qu'on a adressée. Puis je vais la passer très, très rapidement parce qu'on posait la question, est-ce que Revenu Québec a de nouvelles publications à nous communiquer en lien avec les crédits d'impôt? Je ne sais pas si, Martin, tu veux répondre rapidement, mais il y a le guide là, qui est vraiment très bien fait, le IN 109, mais il n'y a pas nécessairement plus de documents. Si tu me permets, peut-être, je rajouterai, bien, effectivement, l'information, elle est disponible sur notre site Internet pour les 50 crédits dans l'ensemble. Vous trouverez de l'information qui permet de présenter une demande complète et qui pourrait accélérer le traitement. Ceci dit, je voudrais juste rajouter, si tu le permets, Hélène, Revenu Québec a, bon, comme vous le savez, la majorité des entreprises au Québec sont composées de PME, 98% des entreprises qui sont des PME. Alors, rapidement, dans le plan stratégique de Revenu Québec, on s'est engagé à aider ou comment je dirais, à informer, à sensibiliser puis à soutenir les PME pour réclamer les demandes ou les crédits d'impôt auxquels ils auraient droit. Alors, de 2023 à 2027, selon ce plan stratégique, on cherche à informer ces gens-là, ces sociétés-là, pour pouvoir les inciter à réclamer les crédits d'impôt. Alors, c'est une initiative qui fait partie des actions qui découlent des engagements spécifiques du gouvernement à l'égard des PME. C'est dans le cadre de la Charte des droits et des contribuables et des mandataires, puis c'est appuyé, comme je vous le disais tantôt, par le ministre des Finances. Notamment, on a entendu parler dans le dernier discours du budget. Alors, je voulais juste faire cet intermède. Merci. Intéressant. Merci beaucoup, Martin. Donc, on va passer à la quatrième thématique avec Lucie. Donc, les erreurs les plus fréquentes dans les demandes de crédit d'impôt. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas juste le monde de la RSCDE qu'on va couvrir ici. On va les adresser un à un. Parfois, c'est certains crédits spécifiques qu'on mentionne. Alors, comme on sait, Revenu Québec traite, examine chaque année un nombre très élevé de demandes de crédit d'impôt.
de toute nature. Donc, à la lumière de l'examen de ces demandes, dans un objectif toujours de favoriser une meilleure conformité, quand on sait c'est quoi les erreurs les plus fréquentes, on peut faire en sorte, comme praticien, de les éviter pour que le processus soit efficient. Alors, est-ce que Revenu Québec peut-il faire part des erreurs les plus fréquentes en lien avec 1. RSCDE, 2. Recherche universitaire et 3. CDAE? On sait, je vous rappelle que Revenu Québec traite presque 31 000 demandes de crédit dans l'exercice 31 mars 2023, donc c'est pas rien. Lucie? Bien, je vous dirais, pour les derniers chiffres au 31 mars qui vient de passer, on est à près de 52 000 demandes. Oh my God! OK, ça a augmenté vraiment beaucoup de mars 2023 à mars 2024. Écoutez, la pandémie a eu, je ne sais pas quel effet sur les demandes, mais ça a été un accroissement important. OK. Je vous le disais tantôt, on respecte nos délais. C'est dans un contexte comme celui-là, avec des ressources qui sont stables dans le temps. Peut-être un petit commentaire éditorial, mais avec la pandémie, ça a amené beaucoup une prise de conscience sur l'importance de la transformation numérique pour certaines entreprises. Donc, peut-être qu'il y a eu plus de... Et il y a eu plus de temps pour réfléchir justement aux demandes qu'on pouvait faire, probablement, ce qui correspond au projet que je vous présentais tantôt. Donc, plongeons dès maintenant dans les erreurs les plus fréquentes et communes pour plus d'un crédit. Alors, peut-être, Lucie, je te cède la parole pour cette partie. Merci, Hélène, pour cette question fort pertinente pour tous. Alors, dans la question, on nomme 3 crédits importants de Revenu Québec, mais comme elle l'a mentionné, il y en a plusieurs autres. Alors, je vais commencer par les erreurs les plus fréquentes communes à plusieurs autres crédits. Donc, dans plusieurs crédits, la réclamation de la dépense doit être effectuée dans l'exercice où elle est engagée et payée. Donc, le moment de la réclamation difficile à déterminer et c'est pourquoi nous avons souvent des dépenses réclamées pour des travaux effectués dans le mauvais exercice financier, ce qui doit être refusé. Donc, dans plusieurs crédits, c'est ce que je viens de dire, la plupart des dépenses admissibles doivent être effectuées au Québec pour bénéficier d'un crédit qu'on leur rencontre pour bénéficier d'un crédit. Donc, alors, on rencontre souvent des dépenses réclamées pour un sous-traitant n'ayant pas d'établissement stable au Québec. Donc, ce qui discrédite la dépense, on les retrouve plus particulièrement dans les crédits R&D, mais on peut les retrouver aussi dans le crédit culturel, par exemple, pour les praticiens qui ont plus qu'un champ d'activité. Donc, la société reçoit des aides financières et des subventions sur les dépenses à la fois courantes et ou éligibles. Alors, il faut que la société détermine correctement les aides et les subventions qui sont attribuables à la dépense admissible afin de réduire celle-ci correctement. On observe aussi certains crédits ayant besoin de plusieurs formulaires prescrits et des attestations. Donc, je reprends. On observe aussi certains crédits ayant besoin de formulaires prescrits et des attestations, que ces derniers sont souvent manquants. Lorsqu'on inscrit seulement le crédit sur la CO17 à la ligne de demande de crédit, ce n'est pas suffisant pour obtenir le crédit. Alors, de plus, il faut que le formulaire prescrit soit rempli de façon à pouvoir émettre une avis de cotisation, sans quoi il est non valide. Au Québec, nous avons aussi plusieurs crédits et une même dépense ne peut être utilisée dans le calcul de plusieurs crédits. Il faut faire attention pour ne pas confondre la dépense admissible et la limite de calcul de certains crédits. On l'a vu hier dans l'atelier pour les financiers, lorsqu'on a déterminé la limite du CDAE, car cela entraîne le non-respect de l'application du cumul des crédits. Vous savez que nous effectuons beaucoup de vérifications qui peuvent entraîner des changements dans les soldes à reporter de certains crédits ou dans le rapport de dépenses admissibles. Donc, il arrive souvent que les sociétés ne fassent pas la correction lors de la production des déclarations suivantes. L'information se trouve souvent lorsque l'on fait une vérification, on vous mentionne dans les documents de projet de cotisation les soldes qui seront affectés. Donc, vous allez, dans le projet final, avoir le solde que vous devriez appliquer à la déclaration suivante. Nous avons aussi instauré des seuils des dépenses réductrices dans le calcul de certains crédits, par exemple le crédit R&D et le crédit C3I. Mais les sociétés oublient souvent d'en tenir compte pour que l'on obtienne le bon montant de dépenses admissibles lors de la réclamation.
Enfin, tous les crédits sont imposables, mais chacun a sa façon bien à lui de l'être. Alors, il faut porter une attention spéciale au mode d'imposition et de le faire dans le bon exercice. Sur l'acétate, on voit que c'est souvent dans l'année de l'encaissement, mais faites attention, ce n'est pas le cas pour tous les crédits. Dont la R&D au niveau du crédit d'impôt du Québec qui est taxable dans l'année où on le demande, donc autant au fédéral qu'au Québec. Donc, je vais revenir à la question et enchaîner avec les erreurs fréquentes lors de la réclamation du crédit d'impôt relatif au salaire R&D. Donc, il y a 2 dépenses majeures dans le crédit de salaire. C'est naturellement le salaire et les sous-traitants. C'est lors de leur réclamation que nous retrouvons le plus d'erreurs. Donc, concernant le salaire admissible, il y a des rémunérations non admissibles, comme les commissions, les allocations de retraite, les congés prolongés ou même les vacances qui ont été accumulées dans les exercices précédents et qui n'ont pas été pris l'exercice suivant. Donc, ces dépenses-là ne doivent pas être incluses dans le total des salaires réclamés dans l'année. Pour être admissible, il faut que le salaire ne soit pas supérieur au salaire versé au moment de la réclamation, que la rémunération soit basée sur les heures réellement effectuées et non sur une estimation. Le montant de la rémunération réclamée doit être inclus dans la case A d'un relevé 1 émis au nom d'un employé ayant effectué la R&D. En ce qui concerne les salaires de dépenses et de soutien, le plus gros du travail se situe dans une bonne description des tâches admissibles pour justifier le lien avec les travaux de R&D. Enfin, pour réclamer le 100 % d'un salaire d'un employé, seulement si 90 % et plus de ce salaire a été effectué sur des travaux directement attribuables à la R&D et non en combinant le salaire directement attribuable et le salaire que l'on pourrait retrouver dans les dépenses de soutien pour obtenir plus de 90 % du salaire de l'employé. Maintenant, si on regarde les sous-traitants, il faut s'assurer que le contrat conclu entre la société et le sous-traitant sont des tâches admissibles à la R&D. Il faut que le contrat entre la société et le sous-traitant stipule que ce dernier ne peut confier les travaux de R&D à un autre sous-traitant. Nous observons souvent la confusion entre les employés réels du sous-traitant et les employés contractuels d'un autre sous-traitant. Petit indice, lorsque le sous-traitant n'émet pas de relevé 1 pour un employé ayant effectué les travaux de R&D, il s'agit alors d'une sous-traitance de 2e niveau ou de double sous-traitance dans le métier. Peut-être un petit commentaire, si Oui. tu me permets, Lucie, par rapport à ça. Nous, on appelle ça la double sous-traitance. C'est pas toujours évident en pratique parce qu'on prépare une demande d'un contribuable qui a de la sous-traitance sans l'indépendance et il faut qu'on soit aguerri pour tenter de savoir, dans la facture du sous-traitant, est-ce que lui a sous-traité à des tiers qui ne sont pas des employés? Donc, parfois, l'information est très sensible, mais on comprend que c'est une exigence, c'est prévu dans la loi comme ça. C'était juste un commentaire éditorial de pas... Et c'est une particularité du Québec, ça n'existe pas au fédéral, cette règle-là. Donc, il faut vraiment obtenir l'information, sinon, vous avez accès à tout, et donc, vous allez voir. Effectivement, on a accès à beaucoup de choses. Mais c'est pour ça qu'on devrait stipuler, lorsqu'on donne un contrat de sous-traitance, de stipuler que le sous-traitant ne peut pas faire de la sous-traitance à son tour. Donc, ce serait une façon d'éviter, de limiter le risque et le sous-traitant étant avisé, bien, c'est dans sa cour maintenant que réside le problème. Exact. Alors, aussi, une autre erreur très fréquente, c'est au niveau de la sous-traitance. Il y a souvent confusion entre les dépenses de paiement à un tiers et la dépense de sous-traitance. On en a encore parlé hier dans l'atelier. Donc, par exemple, un paiement fait à une université. La différence va résider dans la question qui est responsable des travaux de R&D, puisque tout le reste est la même chose. Donc, pour un paiement à un tiers, c'est le tiers qui contrôle et qui a la responsabilité des travaux de R&D.
Alors que un contrat de sous-traitance avec une université, c'est un contrat conclu avec l'entité pour qu'elle complète les parties de R&D selon les directives de la société qui est responsable de la R&D. Donc, je vais poursuivre avec les autres éléments. Donc, au niveau de la réclamation du crédit concernant la R&D, il y a une particularité par rapport aux autres crédits. Il faut qualifier la dépense avant de pouvoir réclamer le crédit. Cette qualification se fait sur le formulaire RD 222. Deux choses importantes concernant ce formulaire. Donc, il est impératif que les dépenses de R&D soient inscrites sur le formulaire RD 222 dans l'année engagée, même si elles ne sont pas payées. Il faut prendre en compte que le formulaire RD 222 est prescrit après 18 mois suivant la date de fin d'exercice et ne peut être réouvert. Donc, c'est une chose très importante. Si on a des dépenses qui ne sont pas payées dans l'année, qui sont payées dans une année ultérieure, le mettre dans la bonne année et pouvoir le réclamer au moment où le paiement sera effectué. En ce qui concerne la limite de 3 millions pouvant faire l'objet d'un taux majoré de crédit, on en a aussi parlé à l'atelier hier. Si vous avez des sociétés associées, et il faut absolument produire le formulaire 1029.7.8, et ce, même si les sociétés associées ne demandent pas de crédit R&D. Et si on poursuit dans la détermination du taux, il faut avoir un bon total de l'actif. Lorsque vous avez des sociétés associées aussi, il faut prendre le total de l'actif mondial et non seulement le total de l'actif des sociétés canadiennes ou même québécoises pour le calcul du taux. Une erreur que l'on retrouve aussi souvent, c'est le report des montants entre les formulaires fédéraux et les formulaires provinciaux. C'est sûr qu'on a quelques différences entre les deux crédits. Alors, on peut prendre, par exemple, au niveau des dépenses admissibles, la case J, dans les salaires provinciaux qui sont un avantage imposable même pour les salaires directs. Et selon la méthode choisie, si vous choisissez la méthode de remplacement au fédéral, n'oubliez pas, si vous voulez vous prévaloir des dépenses de soutien, de faire le changement au niveau de la méthode traditionnelle au provincial. Parce que la méthode de remplacement est irrévocable pour l'année au provincial. Finalement, on a parlé des paiements à un tiers plus tôt. Donc, il faut faire attention aux montants utilisés aussi, puisque le fédéral utilise le montant issu de la comptabilité de caisse, alors qu'à Revenu Québec, tous les crédits, toutes les dépenses au crédit, peu importe que ce soit le crédit R&D, doivent être issus de la comptabilité d'exercice. Donc, c'est au moment où ils ont été engagés qu'ils peuvent être réclamés dans l'année. Donc, on doit qualifier ces dépenses-là dans la bonne année pour pouvoir les réclamer. Alors, je vais continuer avec les erreurs fréquentes dans la réclamation des crédits d'impôt universitaires. Il faut maintenant remplir le formulaire RD 1029.8.6.A pour qualifier le contrat comme un contrat universitaire à la place des décisions anticipées. Donc, alors, il faut que les clauses du contrat reflètent correctement ce qui a été convenu entre les parties dans le formulaire. Donc, pour le crédit de recherche universitaire aussi, il faut que les dépenses soient de nature admissible. Donc, la contrepartie en nature ou les dépenses relatives à un sous-traitant de deuxième niveau qui représente plus de 10 % de la valeur du contrat total, ça pourrait être non admissible comme dépense admissible. Et il faut noter que les boursiers sont des sous-traitants car ils ne sont pas des employés des entités universitaires. Donc, si vous avez des boursiers, il ne faut pas qu'ils dépassent 10 % du montant total du crédit, du contrat. Enfin, faire attention aux contaminants pour un contrat de recherche universitaire qui peut disqualifier totalement le contrat. Par exemple, un chercheur principal désigné comme une partie au contrat ou
la clause la plus importante qui ne stipule pas qui a droit de recevoir les résultats des travaux. On termine la réponse à cette question par les erreurs fréquentes lors de la réclamation des crédits d'impôt pour le développement des affaires électroniques, communément appelé chez nous le CDAE. Donc, en ce qui concerne le CDAE, c'est Investissement Québec qui émet une attestation sur laquelle nous retrouvons les employés qui ont effectué des travaux admissibles. Alors, ce ne sont que ces employés-là qui ne peuvent être réclamés au crédit CDAE. Sur cette attestation-là aussi, on retrouve le nombre de jours attestés ou le pourcentage que ces jours représentent selon la prestation totale de l'employé. Donc, ce n'est que ces heures-là, ces jours-là, ou ce pourcentage-là qui ne peut être accordé en CDAE. Avec la venue du télétravail et du développement en informatique, il faudra satisfaire à la règle de rattachement des employés à un établissement au Québec pour le CDAE, c'est-à-dire que l'employé qui n'est pas tenu de se présenter à l'établissement situé au Québec, mais que son salaire est versé par cet établissement au Québec et que les tâches qu'il accomplit au cours de cette période où il n'est pas tenu de se présenter le sont principalement au Québec, donc plus de 50 %. Ce qui met fin à la réponse concernant les erreurs les plus fréquentes. Merci beaucoup, Lucie. C'était très clair et en rafale, je dirais. Donc, il nous reste 13 minutes et on ne peut pas le dépasser. Le message est très clair. Donc, on va tenter de faire mieux. 2 sujets qui restent à couvrir, le C3I et l'ADICI. OK. C3I, rapidement, vous savez que le C3I, Crédit d'impôt à l'investissement et l'innovation, dans le bulletin d'information du Québec, le 7 novembre dernier, les taux ont été augmentés de 5 % pour l'année fiscale 2024, après le 31 décembre 2023. Et aussi, il a été prolongé jusqu'en 2029. Donc, les questions sont d'autant plus pertinentes compte tenu du prolongement de ce crédit. Donc, on pose la question à Revenu Québec en lien avec la robotisation d'activités et l'application du C3I. Pour faire ça très résumé, on sait que les automates, les robots, dans le contexte où ils sont utilisés en fabrication et transformation, peuvent donner droit au crédit d'impôt C3I et être catégorisés dans la catégorie F53 et donner droit au crédit. Par contre, ça arrive parfois qu'il y ait des entreprises qui ne font pas nécessairement de fabrication et transformation. Et on pose la question à ce moment-là, est-ce que l'introduction des robots et des activités qui ne sont pas, pour une entreprise qui ne fait pas de fabrication de transformation, mais est-ce que ça pourrait être inclus dans la catégorie 50, matériel électronique universel de l'information? Alors, c'est la question qu'on pose à Revenu Québec. Donc, l'exemple, un robot trie ou sélectionne des pilules, puis les met en pot ou en sachet. Et à ce moment-là, ce qu'on pose comme question, je vais aller très rapidement. Peut-être, Majid, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce qu'on peut mettre des robots automates dans la catégorie 50? C'est un peu ça la question. Je me permets de faire un petit rappel. Ça a été discuté ce matin et puis longuement discuté par rapport à la loi, les règlements, surtout la loi ce matin. Et puis ça nous renvoie ou ça nous invite à se référer à la loi. Il y a des règles d'admissibilité et la loi est structurée ainsi. Il y a la société admissible, il y a la dépense admissible, il y a le bien admissible. On revient toujours à des critères d'admissibilité objectifs. Et enfin, on se base sur le règlement. Il y a un règlement qui va venir expliquer les critères d'admissibilité. Donc, en général, une société admissible, d'accord, peut réclamer, donc peut être admissible à un crédit d'impôt C3I sur les frais engagés, d'accord, les frais admissibles engagés, pour acquérir un bien admissible. Pour autant que ce bien, d'accord, entre autres, soit conforme à la catégorie 50 du règlement, de l'annexe B du règlement. Et donc, dans la définition de l'annexe de cette catégorie, on nous renseigne qu'il faut que le matériel universel, matériel électronique universel d'information et de traitement d'information, il faut qu'il ait cette qualification. Et pour se référer encore une fois à cette définition, c'est quoi un matériel électronique universel de traitement d'information? On se réfère à un règlement, donc 130 R3, qui nous renseigne finalement
qu'un matériel électronique qui, pour son fonctionnement, requiert un programme interne d'informatique qui, à la fois, on retrouve 4 conditions, d'accord, qui est exécuté par le matériel, peut être modifié par l'utilisateur du matériel, dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l'enregistrement de données à partir d'un support externe, tel qu'une carte, disque ou bande. Et enfin, détermine la séquence de son exécution à partir des caractéristiques données qui sont traitées. Donc on trouve des exemples comme ordinateur de bureau, un portable de bureau aussi, et puis enfin, ça peut être aussi un serveur. Donc une fois qu'on a dit ça, et on revient à des critères toujours objectifs, dans ce qui a été mentionné tout à l'heure, dans l'exemple que tu as soumis, Hélène, c'est que donc une machine automatisée, parce que le robot finalement, automatisé par des commandes préprogrammées et codé sur un support de stockage constituerait un appareil spécialisé. Donc on est venu le qualifier selon. Donc étant donné que cet appareil spécialisé, sa vocation, c'est pas de la fabrication ou la transformation, puisque selon les règlements, ce n'est pas un avis, c'est le règlement qui le prévoit, notamment dans la catégorie 50, et puisqu'il n'est pas utilisé donc principalement à cette vocation, et on est venu trouver la définition dans le paragraphe J de la catégorie 8 de l'annexe B du règlement, et qui le qualifie au titre d'immobilisation qui n'est pas comprise dans une autre catégorie. Donc, par conséquent, ce bien ne serait pas admissible. Un commentaire de ma part, c'est de dire, même si la réponse peut sembler triste, ça nous convoque ou ça nous invite, avant d'établir ou avant de qualifier un critère d'admissibilité, de se référer à la loi, à la LI et surtout au règlement. Excellent, merci beaucoup. Je ne passerai pas la seconde question en lien avec, parce que la conclusion est la même, c'était juste un dérivé. Il nous reste combien de temps? OK. On va tout de suite migrer vers le dernier point, qui est la déduction. Merci beaucoup, Majid. Le dernier point, qui est la déduction incitative pour la commercialisation des innovations au Québec. On a parlé hier, dans la période de consultation du fédéral, qu'il y avait des consultations en lien avec les IP Box et tout. Alors, on sait que le Québec a adopté une deuxième mouture d'un incitatif, je dirais, qui est accordé à des entreprises qui vont commercialiser les fruits des propriétés intellectuelles développées au Québec. La première mouture date de mars 2016 et celle qu'on présente actuellement, c'est celle qui a été présentée dans le budget du 10 mars 2020, qui est le même budget qu'instauré le C3I, 3 jours avant la pandémie. Cela dit, l'ADC, c'est une nouvelle mesure fiscale. Alors, il reste beaucoup de clarifications à avoir. On a posé 3 questions à Revenu Québec, mais 3 questions qui tiennent peut-être sur 7 pages, extrêmement exhaustives sur toute la question, parce que l'ADC, évidemment, pour vous résumer ça très rapidement, c'est une déduction dans le calcul du revenu, mais qui ramène le taux d'impôt. Le taux d'impôt au Québec est 11,5, ça ramène le taux d'impôt de 2 % dans la mesure où ces revenus-là découlent d'un APIA, qui est un actif de propriété intellectuelle admissible. Là, je vais poser la question à Lucie, mais bref, juste pour donner la logique, les précisions du 10 mars 2020 font en sorte qu'on doit démontrer un certain ratio de lien avec le Québec. La formule pour calculer la DC qui donne droit à l'avantage, il y a encore beaucoup de questions en date de ce jour, même après avoir obtenu les réponses de Revenu Québec. Merci beaucoup d'avoir d'avoir répondu pour une. Bref, on a présenté 3 questions extrêmement exhaustives. On a la réponse de la dernière. Donc, les 2 premières n'ont pas été répondues. Toutefois, cela dit, c'est sous étude par Finance en ce moment. Effectivement, les questions, c'est une nouvelle mesure, comme tu viens de le dire. Il y a 2 des 3 questions qui sont entre les mains des Finances. Lorsque ces réponses-là seront disponibles à un moment qui est inconnu, on les rendra disponibles auprès de la VFF. Parfait, excellent. Donc là, je me pose juste la question si on a encore du temps, parce que si on entre dans les cas, ça va être difficile de faire ça. C'est technique, là. C'est très technique. C'est très technique. Pour le temps qu'on a, je vous inviterai peut-être à consulter la diapo. Consultez les diapos, si vous avez des questions, c'est normal.
Et venez nous voir. Moi, j'aime beaucoup comme échanger par rapport à ça. Puis peut-être, Gérald, les prochains, on pourra aller de façon plonger plus profondément lorsqu'on aura des réponses. Est-ce que Revenu Québec s'engage auprès de la PFF de publier les réponses quand elles seront disponibles éventuellement? Effectivement, puisqu'on les aurait abordées ici ce matin si on les avait eues, alors on les rendra disponibles via la PFF auprès des membres présents. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.